Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. Allez, comme vous l'avez vu au titre, on va commencer par parler actualité avec la découverte d'ondes gravitationnelles de basse fréquence. Pourriez-vous nous parler de nanograve et de sa découverte ? Bonjour Dieu Sorcan. Jeudi dernier, plusieurs équipes internationales nous ont gratifié d'une annonce sensationnelle. Ils ont réussi à détecter des ondes gravitationnelles de basse fréquence. Les ondes gravitationnelles sont des déformations de l'espace-temps qui se produisent lorsque des objets massifs, comme des trous noirs ou des étoiles à neutrons, sont accélérés. Albert Einstein a prédit leur existence en 1915, mais il a fallu attendre un siècle pour la première détection expérimentale. Elle a été réalisée grâce à des interféromètres optiques. Ces dernières années, on a ainsi pu observer un grand nombre d'ondes gravitationnelles à haute fréquence. Ces dernières se produisent lorsque des trous noirs de taille stellaire ou des étoiles à neutrons fusionnent. On pense cependant que d'autres phénomènes physiques peuvent être mis en avant si on peut utiliser des détecteurs plus grands. C'est d'ailleurs pour ça que l'Europe travaille sur la mission LISA. Avec ses bras de plusieurs millions de kilomètres, elle devrait pouvoir mettre en avant des ondes gravitationnelles de moyenne fréquence. Pour détecter des ondes de basse fréquence, il faudrait un interféromètre encore plus grand, dont les bras feraient des milliers d'années-lumière, ce qui est clairement impossible à concevoir. Seulement, il est possible de s'appuyer sur des phénomènes naturels pour aller sonder ces longueurs d'onde. C'est le principe qu'on retrouve derrière la méthode des chronométrages des pulsars. Les pulsars sont des étoiles à neutrons, les petits corps ultra denses qui restent lorsque le cœur d'une étoile massive s'effondre. Ces astres peuvent produire des jets de rayonnement électromagnétique au niveau de leurs pôles, qui vont balayer la galaxie au gré des rotations de l'astre. Lorsque ces jets balayent la Terre, ils nous apparaissent comme un clignotement, une source radio très régulière. Les pulsars les plus rapides sont les plus réguliers. On les appelle les pulsars millisecondes. Ils sont même plus réguliers qu'une horloge atomique. C'est notamment cette propriété qui a permis la détection d'un signal gravitationnel de basse fréquence. Les chercheurs ont répertorié un groupe de pulsars qu'ils ont étudié pendant des années. Pour chacun d'entre eux, ils ont modélisé leurs petites irrégularités. Celles-ci peuvent être dues au mouvement relatif de la Terre et du pulsar, ou aux particularités du milieu interstellaire qui nous sépare de ces astres. Une infime partie des irrégularités observées est due au passage d'ondes gravitationnelles. En effet, celles-ci, en déformant l'espace-temps, peuvent très légèrement réduire ou allonger les distances qui nous séparent de ces pulsars. Impossible de savoir si une onde gravitationnelle est passée via le chronométrage d'un unique pulsar, mais si on se concentre sur plusieurs dizaines d'entre eux, il est possible de remarquer un signal qui semble tous les affecter. C'est ce qu'il s'est passé avec l'annonce de jeudi. Un groupe de 67 pulsars a produit une signature dénommée courbe de Ehlers-Danlos. Celle-ci permet de prédire la corrélation du signal d'une paire de pulsars en fonction de leur séparation dans le ciel, lorsque circule une onde gravitationnelle. Le signal apparaît très clair. Il semble être produit par une paire de trous noirs supermassifs qui se tournent autour. Pour produire un signal aussi puissant, leur masse doit probablement se compter en milliards de masses solaires. Cette détection va probablement ouvrir la voie à d'autres découvertes similaires. La fréquence de ces ondes étant très basse, il faut cependant s'armer de patience. Pour produire ce signal, il a par exemple fallu observer un groupe de pulsars pendant 15 ans. Des chercheurs espèrent déjà pouvoir trouver dans ces ondes de basse fréquence des signaux plus exotiques. Une trace de l'inflation cosmique, la période de croissance extrême qui a accompagné le Big Bang. Ou peut-être une signature attribuable à la matière noire, si celle-ci est composée de particules très légères. Il est fascinant de voir l'espèce humaine être capable d'exploiter un phénomène naturel, les pulsars, pour détecter un autre phénomène naturel, les ondes gravitationnelles. Grâce à cette technique de chronométrage des pulsars, c'est comme si l'on avait accès à un détecteur qui fait presque la taille de la Voie lactée. LIGO, Virgo et même LISA peuvent aller se rhabiller. La communauté des astrophysiciens a maintenant accès à des méthodes sensibles aux ondes gravitationnelles de basse fréquence. Seulement 8 ans après avoir détecté pour la première fois des ondes de haute fréquence.
Si LISA ne prend pas trop de retard, le domaine intermédiaire des fréquences moyennes devrait aussi devenir accessible d'ici une quinzaine d'années. L'humanité pourra alors scruter une grande partie du cosmos en observant les minuscules perturbations de l'espace-temps qui nous traversent quotidiennement. On reste un peu dans le thème puisque pour la prochaine question, on va parler de trous noirs supermassifs. Les trous noirs supermassifs qui se situent au centre des galaxies sont issus d'étoiles gigantesques ou ce sont des trous noirs classiques qui ont englouti énormément de matière au fur et à mesure. Bonjour Pouic-Vet. On distingue aujourd'hui plusieurs classes de trous noirs. Les trous noirs stellaires qui se forment lors de la mort d'une étoile massive, les trous noirs intermédiaires qui semblent avoir grossi par fusion successive et les trous noirs supermassifs dont les processus de formation sont un peu moins clairs. Nul doute qu'au cours de l'histoire de l'univers, ils ont eux aussi grossi par fusion avec d'autres trous noirs ou en avalant du gaz et des étoiles. Un gros point d'interrogation entoure cependant leur forme première. À quoi ressemblait au début de l'histoire de l'univers un trou noir supermassif qui venait de se former? On distingue ici plusieurs hypothèses. La première, et la plus simple, est d'imaginer qu'ils se sont formés à la manière de trous noirs stellaires, lors de la mort d'une grande étoile. Au tout début de l'histoire de l'univers, les premières étoiles, celles dites de population 3, ont dû être massives. Elles ont donc dû former des trous noirs relativement grands. Impossible cependant de produire directement un trou noir de plusieurs millions de masses solaires par effondrement de cœur. Ces premiers noyaux massifs auraient donc ensuite rapidement accumulé de la matière par accrétion et fusion. Le problème de cette hypothèse, c'est que les trous noirs supermassifs semblent avoir grossi trop vite. Prenons par exemple J0313-1806, un quasar qui est le plus lointain jamais identifié. Sa lumière a été émise il y a 13 milliards d'années, donc très tôt dans l'histoire de l'univers. Pourtant, la masse du trou noir supermassif associé a été calculée à plus d'1 milliard de masses solaires. Il est difficile d'expliquer comment un trou noir stellaire, même issu d'une étoile de population 3, aurait pu gagner 1 milliard de masses solaires en seulement quelques centaines de millions d'années. Une autre hypothèse consiste donc à envisager que les trous noirs supermassifs ne soient pas nés de la mort d'une étoile, mais d'un processus différent. On peut imaginer que dans l'univers primordial, la matière ait été localement suffisamment dense pour s'effondrer directement en trou noir, sans passer par la case étoile. L'avantage d'un tel modèle, c'est qu'il permet la formation de trous noirs géants en une seule étape. Ils auraient ensuite pu continuer à grossir par accrétion. La réponse au mystère de la croissance des trous noirs supermassifs se trouve très probablement dans les conditions primordiales de l'univers. Certains modèles montrent que des étoiles absolument gigantesques de plus de 100 000 masses solaires ont pu se former très tôt dans l'histoire du cosmos. Après leur vie ultra courte, quelques centaines de milliers d'années, elles auraient pu s'effondrer dans des trous noirs déjà très massifs. On peut aussi imaginer que de telles étoiles se soient formées en groupes serrés, créant des amas de trous noirs très massifs qui auraient fini par fusionner. Un autre élément clé de l'énigme est probablement à chercher du côté de la matière noire. Celle-ci a dû contribuer à la naissance et à la croissance des trous noirs. L'interaction gravitationnelle est après tout le seul lien connu entre matière classique et matière noire. Une matière noire constituée de particules ultra légères produit par exemple des simulations qui fonctionnent pour expliquer la formation de trous noirs très massifs très tôt dans l'histoire de l'univers. On peut imaginer soit que la matière noire ait pu organiser la matière classique pour permettre des effondrements gravitationnels locaux, soit qu'elle ait elle-même pu s'effondrer pour former des trous noirs. Beaucoup d'astrophysiciens pensent que la matière noire ne peut pas former directement de trous noirs, mais c'est un débat qui n'est pas encore clos. Pour départager toutes ces hypothèses, il va falloir continuer à récolter des indices observationnels. C'est d'ailleurs une des tâches principales de James Webb. Le télescope géant nous montre que les galaxies de l'univers et leurs trous noirs centraux ont atteint une certaine maturité bien plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. Il a déjà pu découvrir plus de 700 galaxies primordiales, et il va certainement falloir en ajouter bien d'autres à la liste au cours des 10 prochaines années. Les galaxies les plus anciennes seront les plus intéressantes à analyser. Si James Webb parvient à trouver des galaxies massives encore plus tôt dans l'histoire de l'univers que ce qu'il nous a déjà montré,
il faudra décidément revoir une bonne partie des modèles de formation de ces dernières, et probablement aussi ceux des trous noirs qui prennent place en leur centre. Bref, la question sur la formation des trous noirs supermassifs est encore ouverte, mais on a de bonnes chances d'avoir une idée plus précise d'ici quelques années. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur l'actualité spatiale, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.